Allô tout le monde, bon matin, bon midi, bonsoir, bonne nuit, début d'avant-midi, c'est la collation, les enfants viennent de dormir, fait que j'écoute le podcast pas fort, je suis dans mon char puis je m'en vais à Montréal puis j'ai du temps à écouter un podcast. Bon dimanche tout le monde, bienvenue à ce podcast gourmand avec votre serviteur Simon Delille. Aujourd'hui, le podcast est commandité, bien sûr, par nos deux commanditaires qu'on adore. Le traiteur Olive Orange, qui nous fait des repas merveilleux à chaque fois. Aujourd'hui, on mange des ailes de dinde confites barbecue, style wings, mais de dinde. Et une religieuse, pas littéralement, on va pas manger une religieuse, ça avait un petit peu manqué. La pâtisserie religieuse, on peut voir les images, j'imagine, en mortaise ajoutées. Et bien sûr, on va s'hydrater, se lubrifier le gosier avec une délicieuse bière du Coureur des Bois de Dolbeau qui nous offre le breuvage. Ici, moi, j'ai la Lumineuse. C'est une NE-IPA, New England IPA, je crois, si c'est le bon terme. Je pense que mes invités ont une autre sorte, mais le Coureur des Bois, c'est une microbrasserie formidable. Si vous allez là-bas à la microbrasserie du Coureur des Bois de Dolbeau, c'est fou. Puis leurs produits commencent à être de plus en plus disponibles dans les petits marchands montréalais et les environs. Surveillez leurs produits, ils sont merveilleux. Et bien sûr, un bon repas, c'est une chose, mais en bonne compagnie, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je reçois deux humoristes que j'aime beaucoup, beaucoup. Et plus que des humoristes, c'est des très grands chums dans la vie, des gens que je connais depuis très longtemps. On a fait beaucoup de shows ensemble, beaucoup de projets ensemble. Puis je suis très content parce qu'eux autres aussi, c'est des amis dans la vie. Et ils ont même des projets aussi ensemble, donc on va parler de tout ça. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir à ma table JC Surette et Derek Frenette, mesdames et messieurs. Waouh! Waouh! Ça, c'est mon bruit de foule. C'est écœurant. Alors, nice ouais, pas pire, hein? Ça fait un peu Blade of Steel. Pour ceux qui se rappellent au Nintendo, là, que la foule qui faisait. C'est de là que je me. Mixed up pass. Mixed up pass. Tu faisais trop de passes de suite, t'entendais juste mixed up. Un peu comme dans Unreal quand tu faisais des headshots. Monster kill. Alors, des bons souvenirs de jeux vidéo rétro, mesdames, messieurs. Alors, JC, Derek, merci de votre présence à mon podcast. On va lever notre bière. Regarde, j'ai même pas ouvert encore. J'ouvre ma petite bière avec mes chums. Hey, les gars. Cheers. Hein? Un placement de produit en même temps. C'est la Renard, moi, c'est la Lumineuse. Alors, c'est tout un peu boréal, là, leur infographie. C'est toujours des lignes. Ah, mais moi, je sais pas si tu le savais, mais moi, j'ai un longboard d'un artiste de Dolbeau chez nous que j'ai acheté après un show, justement. À la microbrasserie. Non, le show, il était à la salle, la salle de Dolbeau. Mais après, moi, j'étais allé avec mon frère. J'avais amené je dis, viens, tu vois, à Dolbeau, il y a une belle micro, puis tout. Puis il y avait une exposition de longboard d'un artiste de la place qui fait tout au Sharpie. Puis j'ai été le seul à y acheter un longboard. J'étais un peu chaud, là, mais tu sais, je dis, moi, tu me fais ça à tel prix, je pars avec. Il dit, ouais. Fait que là, je suis sorti de là avec un longboard. C'est chez nous, en haut, dans le salon. Puis il était en crise parce qu'il dit, tu vas pas rider avec. Je dis, ben non, je viens de payer 400$. C'est pas pour aller rider avec. C'est une œuvre d'art, ton affaire. Son char était tombé en panne à Dolbeau, fait que t'avais juste longboard back à Montréal. Il était pisse un peu, mais non, après. Mais c'est le longboard, c'est les bières de la microbrasserie. Fait qu'il y a la Renard, l'ours brun pour la noire. Voilà. Fait que moi, je paye des œuvres d'art pour avoir des anecdotes quand le monde vient chez nous puis qu'il me dit ça, c'est quoi? Ah, ça, c'était quand j'étais un peu chaud à Rimouski après. C'est toujours ça, c'était quand j'étais un peu chaud à. C'est la prémisse de chacune de tes œuvres d'art. Toujours être un peu chaud dans un endroit exotique. C'était un artiste de Body Fleuve. J'étais rentré dans une micro à Rimouski. Ouais, j'étais un peu chaud. Je suis parti. C'est toujours l'argument. Pourquoi t'as dit ça? C'était un beau. Tu pourrais avoir un livre illustré, un peu chaud, un peu partout. J'ai des photos avec l'anecdote. Les microbrasseries, les microbrasseries du Québec, là, je sais pas pour vous autres, là, mais pour avoir tourné pas mal, je pense les trois, moi je les connais pas mal toutes. Là, il y en a pas ben que j'ai pas fait. Là. C'est cool parce que mettons, si on recule, mettons, je trouve début des années 2010, il y en avait pas partout, mais là, chaque localité a sa gang de tripeux un peu que c'est le fun. Je trouve que ça amène une saveur à chaque région puis chaque municipalité. C'est souvent du monde assez trippant, assez tripeux aussi, là, pour faire des shows, puis tu restes après le show, puis c'est le party, puis ils font goûter leurs produits, puis ça finit toujours bien / mal. Je fais des shows à la fin du mois à Am-Nord. Je sais pas si vous connaissez la Grange Perdue.
Non. C'est une microbrasserie au milieu de nulle part, là. Vraiment dans le bout de Thetford Mines. Mais c'est un champ, là. Ils sont autosuffisants avec leur terre, puis c'est vraiment cool. Puis quand t'as la micro, là, tout autour, là, c'est des champs et des champs. Ils produisent eux-mêmes leur blé ou houblon ou malt ou whatever qui se servent. Ça, c'est cool. Mais c'est ça qui est cool, c'est que pour les microbrasseries, il y a plein d'autres exemples, j'imagine, d'autres commerces, mais justement, il y a tellement eu un boom, il y en a tellement, puis chacun trouve quelque chose à faire pour se différencier des autres, sans essayer de piler sur la table des autres, comme eux autres, ils offrent un bon produit, nous, on offre ce genre de produit-là, nous autres, on est autosuffisant, nous autres, on utilise juste telle affaire, nous autres, c'est notre style, notre lettrage, c'est vraiment cool de voir ça, c'est toujours vraiment des tripeux, puis on s'entend que pour se starter une business aujourd'hui, surtout après la pandémie, faut que tu sois carrément passionné par ton produit. Quoique, je pense pas que les micros aient trop eu de problèmes pendant la pandémie. Avec du monde, tout le monde qui travaille plus, puis ils cherchent la bière. J'imagine que leur commerce en tant que tel, mettons les restos, les microbrasseries, non. Mais leurs produits, mettons, dérivés, de se vendent assez bien. Exact. Mais c'est le fun aussi, surtout dans les places plus isolées, je pense à Val-d'Or, comment ils sont un peu un centre économique. C'est comme le moteur pour l'emploi, mais aussi il expliquait pour le prospecteur à quel point comme le mou qui restait, il donnait une ferme de sangliers de la région. Il donnait gratuitement, mais ça donnait la nourriture pour l'élevage. Fait que il y a vraiment comme une roue qui tourne dans la région. Il y a aussi une effervescence, je pense, pour les microbrasseries en général partout. Mais à Val-d'Or, mettons, étant originaire de là, je peux en parler. Moi, quand j'étais jeune, on sortait pas mal avant d'avoir nos 18 ans avec des fausses cartes du grand frère, du cousin. Puis, Derek Frenette. Je t'ai pas élevé de même. Puis il y avait beaucoup de bars, puis à un moment donné, ça a commencé à fermer. Puis là, tu sais, il y avait moins une offre qui se démarquait, tu sais. Une couple de bars avait des bières en fût, un peu, je sais pas, t'avais de la blanche de Chambly, puis c'était comme un peu, c'est un peu exotique. C'était pas de la Labatt ou de la Molson. Puis à un moment donné, c'est ça, quand le prospecteur est arrivé, tu sais, comme ça a amené, même moi, j'ai déjà travaillé chez Labatt, plus jeune, dans marchandiseur. Puis là, à un moment donné, les bières commerciales sont adaptées, puis ont commencé à intégrer la bière de microbrasserie, tu sais, comme Trou du Diable a été acheté par Molson, parce que c'était quand même pas une part de marché énorme, mettons, tu vas me dire, mais assez pour les déranger, les gros joueurs. Ça prenait de la place de plus en plus. Tu les voyais à long terme, j'imagine. On va les acheter. Ils commencent à gosser, on va les acheter. Puis là, t'as de la Trou du Diable au Centre Bell pendant une game des Canadiens. Mais c'est cool. Il y a bien du monde qui chialait quand Trou du Diable a été vendu à Molson, qu'il y a encore une grosse compagnie qui en achète une plus petite, mais en même temps, t'es qui pour refuser une offre de même de on veut ton produit, on veut l'exporter à plus de gens? C'est comme, ben oui. Moi, j'ai entendu une histoire, c'est un gars de Molson, on était en show à Trois-Rivières, puis après, on était au Trèfle Noir, qui est un bar sur des forges. Puis le gars de Molson, il racontait des histoires, puis là, il dit, allez, on est allé voir... sûrement qu'il y a dit des choses confidentielles qu'on n'aurait pas dû savoir, mais bon, on les a su. Il a dit, on est allé voir Trou du Diable, on leur a fait une grosse offre, puis on dit non. On est retourné, puis ils n'ont pas été capables de dire non. Fait que je sais pas combien de millions ça a été, mais c'est comme, on la veut, la bière. Ils ont été voir les gars du Trou du Diable, si Molson vient nous voir, c'est parce que ils veulent quelque chose de nous et pas l'inverse. Nous, ça va bien, on vend nos shit. Puis si Molson vient cogner, c'est parce que c'est Molson qui veut quelque chose. Il vient pas de nous qui veut. C'est nous autres qui rend service. J'imagine juste la scène comme plein de chars noirs qui arrivent. Là, comme la mafia, là, il sort. Il se fait ouvrir la porte. Il y a un foulard. Gangster. Avec une menotte. J'aime bien l'idée. Non, nous autres... On n'est pas à vendre, mais tu sais, c'est là que tout le monde a un prix. À un moment donné, c'est comme, tu sais. Hey, c'est un peu comme nous puis les shows Zoom. Ouais, exact. Les shows de cinépark, les chars. Ouais, mais on t'offre tant. On t'offre ça. Non, pour vrai, c'est pas à propos de l'argent. On t'offre ça. OK, je suis là. C'est toujours un peu à propos de l'argent. Veux-tu que je danse? À un moment donné. Faut-tu que je danse? C'est pas François Havard qui disait, donnez-vous les moyens d'être un artiste, là. Tu sais, à un moment donné...
c'est ça. En pandémie, on est plus flexible. Hein, Mais toi, Derek, t'es très entrepreneur dans l'âme. Tu t'es créé un peu ton... T'as pas manqué de job pendant la pandémie, là. Honnêtement, non. Là. Tu sais, comme là, au moment où qu'on enregistre, c'est comme la fin d'un blitz de 5 mois, puis j'aurais pas pensé de... Tu sais, d'habitude, tu découches, tu vas à l'hôtel un peu, tu sais, puis c'est ça qui t'épuise, mais là, c'est d'être dans le garage, d'aller faire des shows virtuels à Brossard, tu sais, mais pour vrai, je suis quand même content de m'être ajusté, parce qu'au mois d'octobre, au deuxième confinement, on était en tournée avec JC, là, dans la tournée du Gros Buck, on était à Matagami, puis là, je revenais, puis là, j'étais comme, ouais, il faut que je trouve un moyen de faire de l'argent, là, moi, 2 enfants, puis... Fait que j'ai investi dans ce que vous voyez, là, de mon studio garage, là, le podium, tout, puis... Je l'ai très bien rentabilisé, honnêtement. Ben, tu sais, les gens ont besoin de... Vous l'avez vu, vous aussi, tu sais. À un moment donné, tout le monde se disait « Ah, tu sais, on va-tu s'en sortir? » Mais il y avait besoin d'un divertissement, puis les humoristes ont été quand même vraiment, je trouve, adaptés pour faire du divertissement en ligne. Ceux qui voulaient le faire pour que ce soit les compagnies, différents business, des organismes communautaires. Écoles, etc. Puis, tu sais, ils en veulent du contenu pour les divertir. Puis ça reste, tu sais, c'est peut-être pas aussi essentiel que ce que ça peut être dans la hiérarchie de ce qui est essentiel de ce qu'on a vécu depuis le début de la pandémie, mais je pense que le besoin de rire et de se divertir est essentiel pour l'âme. Là. Ben, je pense que ça peut être sous-estimé dans un point de vue très rationnel des choses, de pyramide de Maslow, là, avoir un toit à manger et être au chaud. Là. C'est comme moi, mais au-delà de ça, notre âme puis notre côté humain a besoin d'être rassasié parce qu'on n'est pas on vit pas dans des grottes pis on est des chasseurs-cueilleurs. On est rendu un autre aspect de comme l'humanité. Les soirées que vous êtes venus. Ouais. Ben, c'est sûr, mais tu sais, comme les soirées que j'ai produits à Brossard, vous êtes venus, là, c'est des soirées virtuelles pour remercier les travailleurs de première ligne. Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé à créer ce projet-là, j'ai monté un plan d'affaires. Je suis allé voir un de mes chums qui travaille dans le domaine minier, qui peut me donner un coup de main, qui avait comme un bon réseau de contacts, m'aider à travailler mon plan d'affaires, s'est occupé du financement. Mais tu sais, moi, ce projet-là, il m'a gardé en vie cet hiver, là, tu sais, parce qu'on se voyait pour notre ligue de poker les mardis, puis tout. Mais là, j'étais comme juste genre d'avoir de quoi comme un objectif et tout. Puis ça m'a permis de faire travailler 30 personnes. Puis ça m'a permis de jouer, c'est une chose, mais c'est de me garder en vie un peu. Là, maintenant, c'est bien beau demander ta PCRE puis attendre que ça rouvre, là, mais c'est longtemps. Là, très long. Deuxième, tu sais. On l'a tout vécu. On disait qu'on est quand même... on est à l'argent. Genre que tout le monde a son prix. Mais à un moment donné, c'était juste aussi, pour vous autres, j'imagine aussi, j'acceptais des offres, des contrats, oui, parce qu'il faut bien payer le loyer, mais aussi juste pour faire un show. Juste, même si je les voyais dans mon écran, juste avoir le feeling que ça se peut encore faire des jokes, faire rire les gens. Mon métier existe encore parce qu'il y a eu, au début de pandémie, là, le 3 premiers mois, mettons, que tout était shut down. Comme mon métier n'existe plus. C'est terminé. Il va falloir fucking que j'emballe d'épicerie ou que je livre du poulet. J'ai aucun skills dans rien, j'ai aucun diplôme. En art et lettres, théâtre, c'est une autre affaire que ça m'ouvre plein de portes. Ah, ben moi, j'ai frappé le fond aussi, esti, là. Maintenant, j'étais en train de tu sais, les parcs étaient fermés, là. J'ai écrit un bit là-dessus. Les parcs étaient fermés. Chris, je me souviens, je suis dans le parking du Best Buy à Ville d'Anjou, puis je me mets du Zincofax dans le raie parce que je marche trop. Puis là, je fais, Chris, me semble que ça allait bien, il y a 2 mois, esti. Je suis rendu. Chris, quand tu te mets du Zincofax dans un parking vacant, fermé du Best Buy d'Anjou avec tes 2 enfants, c'est Chris, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu de échappé, là, les gars. Chris, ça allait bien. Ça allait bien, de même. On dirait le début aussi, on se disait, ça va pas durer. Moi, c'était le contraire. C'était comme, ça va pas durer éternellement. On va être de retour dans pas long. Fait que c'était comme, alright, ben, je vais prendre, un mois et demi de, où est-ce qu'on relaxe un peu, I guess, là. Tu disais ça. Là, tu réalises, les premières semaines, tu réalises, hey shit, on n'a pas raté, fait une couple d'années qu'on n'arrête pas, là, qu'on est 6 jours par semaine, quasiment, à l'année, à courir partout. Mais là, après 2-3 mois, là, c'était... Même pas juste pour travailler, juste en général, tu te sentais emprisonné, man. Ouais, c'est aussi le social qui vient avec les shows. Ça veut dire, ça fait quoi? Fait plus que 10 ans qu'on se connaît, les trois, tu sais. Là, tu vois plus personne, tu vois même plus tes amis personnels aussi, en dehors des collègues. À un moment donné, t'es comme, ouais, ça me manque un peu. Tu sais, c'est une job solitaire, quand même, quand t'es sur scène, mais overall, c'est quand même une belle fraternité qu'on partageait plus pendant un bon moment. Ce qu'on s'est le plus ennuyé quasiment, oui, tu sais,
les premières fois qu'on est allé, que ce soit le bordel ou d'autres salles qui ont réouvert en premier, de jouer, oui, mais de pouvoir jouer avec du monde après, mais là, genre, parler des jokes qu'on a fait, parler de plein d'affaires, juste parler à des humains, c'est comme, oh mon Dieu, je pense que ça m'a encore plus manqué que faire des shows. Parce que j'ai jamais, on n'a pas arrêté beaucoup de faire des shows, mais on a arrêté beaucoup de socialiser, puis de... Mon show est à 8h, mais je rentre à minuit et demi parce que j'ai pris 2 bières avec Derek puis JC. Ouais, c'est ça, il avait plus ça. Mais ça a manqué de façon... Puis toi, JC, t'as beaucoup de familles au Nouveau-Brunswick. T'as-tu comme une espèce de... T'as pas pu aller les voir pendant longtemps? T'es-tu retourné depuis? Ou? Ça fait 1 an et demi que je suis pas allé. Là, officiellement, la frontière vient d'ouvrir à la fin de la semaine dernière. Fait que là, je check juste pour un trou parce que les shows recommencent. Fait que là, c'est de vraiment trouver, genre, même ne serait-ce que genre comme 4-5 jours de comme avec rien, genre à partir du dimanche, puis je jouerais juste le jeudi prochain. Je jetterais, puis j'irais passer 3-4 jours. Parce que avant c'était comme, faut que j'arrive, faut que je passe genre 2 semaines isolé. Là, je passe ma semaine avec eux, puis je reviens, puis c'est 3 semaines. Quand on savait pas comme c'était quoi qui se passait pour le travail, tu sais, on dirait il y a une période là, je serais allé là, j'aurais pu rester 1 mois puis ça n'aurait rien changé. T'as-tu pensé à tu passais par Zoom? T'as ta blonde et tout ça, mais tu sais, vu que t'as pas d'enfant, peut-être moins un peu d'attachement, t'as te dire, hey, je vais aller là-bas, puis si je resterai 2-3 mois, anyway, là, coup que mon 2 semaines va être passé. Il y en a qui sont retournés dans le... C'est vraiment juste que on savait pas si ça allait repartir, fait que j'étais grave. J'ai besoin de travailler, fait que si ça repart, tu voulais être proche. Je suis un peu pas stock là, mais puis vu que tu joues dans les 2 langues, tu joues en français, tu joues en anglais, tu fait quand même beaucoup des corpos, des zooms, tout ça, c'était-tu comme aussi fréquent en anglais qu'en français? Est-ce que la culture du zoom et des shows corpos virtuels était autant du côté anglophone que francophone? As-tu vu comme une différence entre les deux? Ou? Ce qui était cool en anglais, c'est qu'il y a beaucoup plus d'anglais au travers le monde. Fait que c'était vraiment juste... j'ai fait des corpos pan-canadiens où il y avait des humoristes un peu de partout. Là, et on était dans le Zoom, il y en avait qui étaient à Edmonton, il y en a qui étaient à Toronto, puis à Vancouver, puis là, c'était comme go. Puis l'affaire avec ces corpos-là, c'est des fois, ils ont besoin de francophones. Fait moi, en anglais, je suis comme l'humoriste francophone qu'ils connaissent. Et la même chose en français. Vous êtes comme, ils cherchent un humoriste en anglais. Souvent, vous allez penser à moi. JC puis Mike Patterson. Moi, c'est arrivé une game au mois de décembre, un contrat. Le booker m'appelle. Et ouais, Derek, le client, il te veut. Ok, cool, bon cachet. Je suis comme, nice. Mais il dit, il te veut aussi en anglais. Chris, ok, attends un peu là. Il dit, il paierait le même cachet. Je dis, attends un peu, je vais aller parler tout seul dans le garage. Hi everybody, my name is Derek Frenay. Really happy to be here. Je rappelle le booker, je dis, ouais, c'est bon, je vais le faire. T'avais été 2-3 mois d'intro de mots. Je me sens safe. Ouais, je vais être capable. Fait que là, j'avais tout traduit mon 20. C'était 20 minutes, fallait que je fasse. Mais tu sais, je parle en anglais, mais c'est surtout les punchlines, tu sais, d'arriver avec le bon rythme pour faire ton image. Fait que tous les mots-clés dans mes punchlines, je les avais bien traduits. Puis je les avais. Fait que pour vrai, mais j'étais stressé. Pas trop souvent, mettons, là. Mais ça avait été le fun comme. Non, pour vrai, ça a super bien été. Mais ce que j'aimais, c'était le défi aussi en pandémie. Je fais, OK, pourquoi pas? Fait que ça aurait été bien cool. Fait que tu sais, j'allais passer la gig à JC, j'ai fait, c'est payant, tu sais. J'ai fait un corpo pour du monde au Colorado. Okay. Mais c'est le monde du Québec qui était au Colorado? Comment tu as eu ce contact-là? C'était... tu connais Toto? Non. Ouais. Non? Tu sais c'est qui? Ben, il y avait ce contact-là, somehow. Puis c'était des militaires basés au Colorado. OK. C'était cool. C'était vraiment cool. Puis juste de savoir que je jouais pour du monde au Colorado, c'était comme... Ça fait exotique. Mais il y a quand même de quoi de... Moi, le requin de Verdun. Le requin de Verdun, you know the guy. You know the name. Mais, ouais, on est d'accord qu'il n'y a rien qui accote un show avec du monde d'une salle, là. On est d'accord là-dessus. Mais honnêtement, je sais pas pour vous autres,
et tout ce qui est corpo de Noël, désormais, je pense que j'aime mieux les Zooms. Honnêtement, les corpos que, la fucking genre, on t'a pas dit, t'es une surprise, tu vas passer après le lunch, puis des retards, puis le monde sont chauds, puis ils veulent pas t'écouter, ils veulent juste danser, faire le party. Ouais. Là, sur Zoom, ça arrive pas. Cette situation-là n'arrive pas. Puis... Tu te fais dire ça, tu te fais ça caché entre des tables pliantes dans le backroom. Exact. À manger dans un assiette en carton, le même souper qu'eux autres. Le buffet. Hey, sors pas là! On veut pas qu'il te faut avant, là! Il pourrait avoir c'est sûr que une personne qui te reconnaisse. pour les corporatifs, c'est sûr que c'est les shows de Noël, c'est vrai que. Mais je pense que quand ils vont pouvoir ouvrir les vannes, les compagnies vont. Je pense qu'il va en avoir beaucoup moins, je pense, au mois de décembre prochain. Tu sais, mais ça va rester une offre de service pour les compagnies, je pense qu'ils sont un peu partout. Là. Ouais. Mais Partout, niveau budget, j'imagine que pour une compagnie, payer un humoriste qui reste chez eux, pas de déplacement, pas d'hôtel, pas de salle, pas de buffet. gaz, ouais. Il y en a beaucoup, moi j'ai fait que, mettons, le boss envoyait une boîte de repas ou une bonne bouteille de vin à tout le monde chez eux, puis tout le monde se connectait voir le show. Tout le monde était chez eux, faisait sa soirée. Coûte une fraction du prix que de recevoir quelqu'un pour louer une salle, puis ça, puis ça. Parce que dès que ça va rester un peu, c'est sûr ça va diminuer. Ce sera pas aussi que l'année passée, ça, c'est sûr, c'est sûr. Hey guys, vous avez du fun avec ça? Moi, je vais aller faire les shows. Fait que, prenez-les. Ah, je suis capable de faire les deux. Mais les corbeaux de Noël, j'ai mon ratio fun, puis je me suis fait chier, et pas très bon en présentiel. Il y en a eu des fun, là. Il y en a qui sont vraiment contents, mais... Je te dirais qu'en décembre, moi aussi, j'ai trippé en décembre. Ouais. Les corpos, des fois 2-3 par soir. Bon, chérie, je vais aller travailler. Je me mets un chandail, mets des pantalons, descends dans le sous-sol, pars 1 heure ou 2, je reviens. Bon, moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi l'entrepreneuriat des mettons... moi, la place, ce que j'ai bien trippé, c'est au studio SEMA à Brossard. Là. J'en avais fait une couple de studios. Celle-là, à Brossard, j'étais comme, OK, c'est ce qui se rapproche le plus d'un show live. Il y a 3 caméras, on te voit au complet, tu bouges sur une scène. Puis j'aimais l'idée de sortir de la maison, d'avoir une routine, tu sais, parce qu'à un moment donné, t'es dans le garage, t'entends tes enfants courir, tu sais, c'est un peu bizarre. Mais je trouvais ça le fun, à un moment donné, nord-ouest, je pense, à Blainville. Je trouvais ça beau voir toutes les compagnies de techniques corporatives qui se réinventaient, si on peut dire, là, tu sais, qui étaient comme, puis, tu sais, en peu de temps, on a créé une offre de spectacle pour un besoin. Fait tu sais, c'est quand même très cool, tu sais, de voir, je sais pas, de voir la créativité. Ben, le monde s'adapte. En crise. Quand on dit se réinventer, tout le monde a fallu qu'il se démarre. On était tous dans la même situation. Le monde a fallu qu'il sorte des patentes, les restos, sûrement à faire des take-out, des boîtes de repas, il fallait survivre, là, pour tout le monde. Moi, j'avais une joke, là, je dis, très content d'être là, très content d'être là. Non, mais des fois, les humoristes, on arrive, puis on dit, on est content d'être là, mais t'es-tu réellement content d'être là? T'es en spectacle à Matane, t'es là. C'est juste ça, le gars. Puis à un moment donné, quand on a commencé à faire des shows au printemps, je l'ai fait, puis là, le monde rit, puis je fais, non, sérieux, pour vrai, je donnerais n'importe quoi pour être dans un motel cheap à Matane, puis aller prendre une pinte. Quasiment. Ben, un peu. Ce que t'as depuis une couple d'années, Derek, le gros bug, justement, la tournée du gros bug que JC t'a fait la dernière édition, moi je l'ai fait cette année. Là. Puis, je pense, ben, tu sais, quand t'as commencé ce projet-là, ça n'avait pas rapport, mais là, plus que jamais, les gens qui font la tournée du gros bug cette année, même l'année passée, c'est un genre de oh yes! Pas être chez nous une semaine, ça m'est pas arrivé depuis tabarnak 2 ans. Wow! Quand on l'a fait en pandémie, on s'en rejoignait proche de chez nous, au métro, puis là, les boys arrivent dans le parking, puis c'est Surette qui arrive, puis il dit « Hey les gars, man, j'ai l'impression qu'on s'en va à Vegas, parce que l'Abitibi, c'était la seule place que les restos et les bars étaient ouverts. Hey, on l'a vécu, Vegas. » Yeah. On mettait juste de la musique de Jackpot dans le char. Tout le long. Dans le parc. C'était même étrange c'était même étrange que ça avait tout fermé le 1er octobre. Puis là, on était fin octobre. Il y avait c'était vraiment bizarre. Je trouve ça avait été super cool de faire les 6 shows, mais il y avait quelque chose d'un peu surréaliste de OK, on est essentiel, fait qu'on a le droit d'y aller. Mais en même temps, puis là, moi, je me souviens, il y avait du monde en Abitibi, là, que je voyais avant dans la promotion, je regardais tout ça, puis
Hey, c'est vraiment essentiel là, de faire des shows là, qui restent chez eux? Là? J'étais comme, si beau. Tu sais, moi, je répondais pas. Je voyais ça passer sur Internet. Je disais au gars, on est comme attendus. Ceux qui sont là, ils vont triper, mais il y en a qui nous voient comme des rouges. Là. Genre, j'arrivais ce genre de problème là, mais tu sais, mettons d'un resto, faire regarder croche un peu, puis de qu'est-ce qu'ils ont laissé les autres, puis non? À Mont-Laurier, c'était un peu ça. En arrivant, on rentrait en Abitibi, puis on avait arrêté de manger à Mont-Laurier. Je l'avais senti d'une couple de clients qui voyaient qu'on venait pas de là. Puis... En Abitibi, moi, je me souvien, c'est quand on est allé super à l'Entraque. Puis l'affaire, c'est que... Tu sais, moi, j'avais demandé au gars, je le connais... Je dis, on peut-tu souper? Tu sais, faudrait souper quelque part. Tu sais, puis il dit, ben oui, il n'y a pas de trouble. Tu sais, je sais, vous venez pas de Val-d'Or, mais en même temps, le monde de Val-d'Or, il n'y a plus personne qui sort. Fait que là, lui, tu sais, le gouvernement, à ce moment-là de la pandémie, c'était comme, hey, on reste à la maison, on sort pas, mais en même temps, essayer de stimuler l'économie locale qui survit. Fait que nous autres, on est allés chacun claquer un brun, puis, tu sais, il a fait 400$ avec les 4 boys. Tu sais, on était comme notre bulle à une table, tu sais, mais c'était... Il y avait quand même un peu... Il y avait beaucoup de peur, là, tu sais, par... Qu'est-ce que tu dis, Sirette? Le terme « claquer un bras ». J'aime ça, claquer un bras. Ça sonne comme ce que les gens font dans les villages. On va aller claquer un... Ils claquent des bras. Tac! Tac! Ah ouais, fait qu'on a tapé à trail. Mais le premier motel que j'ai fait ce printemps, c'était à Castleman. Tout était fermé, mais en Ontario, c'était encore vers l'est de l'Ontario. Puis je couchais là parce qu'on pouvait pas revenir le soir même à cause du couvre-feu. Puis cette place-là, les papiers, vu que c'était intergouvernemental, pouvaient pas. J'ai couché là, dans un motel, sur le bord de l'autoroute. Genre, tu prends ta chambre au Pizza Hut, là. Puis là, je suis comme, oh shit, c'est ma première chambre de motel depuis genre, depuis décembre à peu près. Ça fait comme 3-4 mois, tandis qu'on en fait genre, tu sais, 4-5 par mois d'habitude. Ouais, quand ça va bien. Là, les périodes de pluie achalandées, ça peut être ça. Fait que là, je suis dans ma chambre, là, ça avance chaud, j'ouvre l'eau pour la douche, et l'eau pue. L'eau pue, là. Comme elle sent le soufre, là. Elle sent le soufre, c'est une bonne image. La marde de vache, man. Fait que là, je suis comme, peux-tu prendre une douche? Comme, je vais-tu sentir pire à me laver avec ça? Ça, j'hésite, puis je rentre, là, je suis comme, non, fuck, je peux pas. Fait que j'ai sorti 3 fois de la douche, comme, à essayer de comme, me convaincre, comme, non, c'est ça. Là, je suis comme, de l'engrais comme ça nettoie plus. De l'engrais. Là, je suis comme, non, c'est pas normal. Là, j'éteins l'eau, mais la chambre fucking pue. Là, je vais au Pizza Hut. Je suis allé. Et là, elle est comme, qu'est-ce qu'il y a? Elle est comme, ouais, l'eau sent pas bon. Elle est comme, ben, ça, c'est juste l'eau de Castleman. Les autres, ils ont accepté. Ça sent comme ça partout. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Buvez ça? Ben, c'est notre eau. Shit. Mais à ce moment-là, JC, tu te sentais-tu vivant? Ah ouais. Je sais pas quelle espèce qui m'avait imbibé. Je m'étais imbibé du bovin local. Moi, c'est clair qu'à ce moment-là, je m'aurais souvenu de moi, une couple de mois avant, en train de me badigeonner à arrêt dans un Cofax au Best Buy. Je me sens, je me sens, j'étais comme, hey, j'étais Castleman, hein? Fuck, je vais sentir le soufre, ma colle. Yeah! Mais il y a un autre, au-delà de l'humour et de l'amitié, il y a un autre projet ou un autre thème qui vous unit les deux. C'est le poker, les gars. Poker. Vous avez votre... C'est-tu commencé, là? Parce que je suis allé, moi, jouer avec Anctil, là, pis pas sorti encore, là. En temps de développement, là, on travaille pour avoir un partenaire, puis on va peut-être, en tout cas, en discussion, là, on essaie de pousser cette avenue-là, d'avoir un partenaire officiel, présentateur. Fait que ça se pourrait qu'on retournerait le pilote avec le partenaire. Fait que c'est pour ça que c'est pas diffusé encore, on sait pas trop. Puis là, l'été est arrivé, mais on travaille là-dessus pour l'amener. On veut vraiment l'avancer, là. Fait que JC, je peux te laisser parler un peu du concept. Le concept est clair, c'est la plateforme qui est pas encore convenue. Donc le concept, tu le connais, mais je vais l'expliquer à nos téléspectateurs. C'est que on joue au poker, on est 4, donc toujours moi et Derek, et 2 invités, dont il y a eu un épisode avec toi et Jean-Michel Anctil. Délicieux. Et on joue un tournoi
on joue à un tournoi de poker. Et pour ceux qui aiment le poker, ils vont avoir leur comble avec ça. On parle un peu de poker, mais ceux qui nécessairement pas trippent pas nécessairement sur le poker, il y a quand même une discussion outre poker qui est quand même intéressante. Puis c'est vraiment en bonne et due forme. C'est une petite rigolade entre amis avec des cartes. Parce que les gens savent peut-être pas, je vais introduire l'idée, mais expliquer un peu. C'est que pendant le confinement, là, je sais pas depuis combien de temps, au moins 1 an, il y a une ligue de poker qui s'est créée. Pas juste d'humoristes, des gens des gens qui travaillent à RDS, des gens qui travaillent dans tous les plusieurs sphères, dont l'humour. Et le mardi, d'habitude, on se fait des tournois, des matchs de poker, et on se rejoint tous sur Zoom, où une bonne partie des gens se retrouvent sur Zoom pour jaser. Et ça nous a un peu comme sauvé la vie sociale, mettons, parce que on allait plus prendre de bière avec les chums, on allait plus écouter le hockey, on allait plus faire de shows, parler dans les loges. Fait que c'est devenu comme une espèce de révélation, un club social. On avait hâte au mardi, on était excités parce qu'on avait un rendez-vous, on avait pas une tâche, mettons, je vais voir mes chums à 8h mardi pour jouer au poker. Et c'est ça qui est un peu aîné, mais Jesse, toi, tu joues au poker, mais pas professionnellement, mais de façon régulière depuis assez longtemps. C'est quand est-ce que ça a commencé ton trip de poker? C'est quand t'étais ado, quand t'étais jeune adulte, ou c'est plus récent? Un peu en tant qu'ado avec des amis, on jouait comme 4-5, c'était ça nos soirées, genre on écoutait le hockey puis on jouait au poker, des petites games à 5 piastres là. Puis ouais non, c'est devenu éventuellement c'était vraiment social, puis éventuellement c'est vraiment j'ai comme été introduit à des livres de poker, genre à la stratégie, puis vraiment comment pousser ça plus loin, puis de traiter ça un peu comme les échecs, de vraiment avoir une stratégie de base, puis de savoir étudier le type de joueur contre qui tu joues. Il y a plein d'aspects au poker qui m'ont attiré quand même assez jeune. Puis je trouve que maintenant, en tant qu'humoriste, le poker, c'est comme le yin et le yang de lire les gens. Dans le sens, avec l'humour, on est un livre ouvert, on est transparent, et on essaie de connecter avec le public. Ah, mais pour vrai, poker, tout ce que tu dis là, je vais le montrer à ma blonde. Parce que moi, elle pense juste que j'ai un problème de jeu. Fait que je vais... Tu vas dire, ouais, utilise mon yin et le yang. Le yin et le yang. What the fuck? T'as un problème avec un problème de jeu, mais mettons qu'il s'explique. JC a encore plus de problème que toi. JC est poétique. Il fait des métaphores. C'est Jean-Christophe qui parle. c'est ça. Ouais. Jean-Christobel. Mais fait que c'est ça, fait que tu joues un peu in and out quand t'es ado, début adulte, mais là, tu t'allais jouer au Poker Ground, des tournois, c'est comme une espèce de... Sans arrêter l'humour, là. Je sais que l'humour, ça va rester comme le centre de ta vie. C'est comme une carrière que t'aimerais avoir. Mettons, joueur de poker à temps plein, mettons, t'arrêtes l'humour, ou l'humour n'existe plus, je sais pas, le monde a arrêté de rire, là. Puis t'aurais une autre carrière. C'est quelque chose que tu ferais temps plein, ou ça reste plus dans l'aspect loisir, où tu serais prêt à consacrer... Pour vrai, je pourrais pas en ligne. Comme c'est un autre game complètement. Je suis content d'avoir joué autant en ligne dans la dernière année pour comme peaufiner un peu mon poker en vrai, mais pour vrai, c'est un autre game complètement avec la lecture du monde en personne. Je pense que j'ai plus de skills là-dedans, mais avec la base que j'ai pu peaufiner avec le online, j'ai vraiment hâte de recommencer puis de pouvoir jouer en vrai. Mais si je ferais ça à temps plein, je veux dire, j'aime vraiment ça. Puis si tu me dis, il y a pas de show d'humour pendant 2 mois, ben je ferais beaucoup ça parce que j'aime beaucoup ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui posent pas la question pour moi, parce que moi je joue, pas autant que vous, peut-être pas autant que vous autres, mais je joue un peu quand même. Fait que j'ai un peu la réponse à cette question-là. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que le poker, c'est de la chance. Tu peux pas devenir bon au poker. En tout cas, juste mettons que ça stagne à un niveau. Mais comme Derek a commencé plus récemment à jouer au poker, tu jouais déjà un peu, mais plus sérieusement, puis t'as pris des skills très rapidement. C'est-tu comme t'as lu, t'as parlé avec JC? Est-ce que c'est possible de devenir un vraiment bon joueur de poker, même si tu fais pas ça à temps plein, juste en jouant online puis tout ça, on développe des skills?
Ben, un peu comme JC l'a dit, il dit c'est comme maintenant, faut. Mettons, je t'en parle, là, je t'en parle avec passion, là, ça va partir. C'est que moi, je jouais dans le temps plus jeune à Val d'Or, j'étais dans une ligue de soccer, puis tout, après les games de soccer social, on allait au bar, au sport, puis il y avait une table de poker dans le fond, puis toute l'équipe de soccer, on jouait au poker. T'sais. Puis fait qu'on jouait une fois par semaine, on était bien en joueur de soccer, restait à manger des pinottes, puis là, moi, j'aimais vraiment ça, puis ça continuait l'hiver après les games de hockey. Fait que bref, tout le temps. Fait que là, après ça a arrêté pendant longtemps, puis là, quand que le poker est revenu durant la pandémie, ben, tu sais, j'ai joué, puis tout, puis j'étais comme. Mais il y a bien des principes qui. Pas qui m'échappaient, en fait, comme ta sélection de main selon ta position, ta mise pour savoir qu'est-ce que l'autre a dans sa main, savoir quand folder. Fait que tu sais, on a parlé beaucoup avec JC presque sur une base quotidienne là, pendant un certain temps. Puis à ce temps, mettons, quand je joue, puis je perds, je suis pas choqué. Des fois, tu as des bad beats que tu fais j'ai bien joué, mais la chance n'a pas été de mon bord. Mais tu sais, c'est rare que je fais une mise puis je suis stressé, tu sais. Genre, tu sais, mettons, là, je fais cette mise-là, je sais je sais pas mal tout le temps ce que je fais, puis quand je fais une erreur, puis quand je me fais éliminer ou je fais une erreur, je regarde ce que j'ai fait pour voir l'histoire, quel move que j'ai fait. Puis je pense que pour devenir un bon joueur de poker, puis monter, ben, il faut que tu sois honnête, puis que tu te bullshit pas en disant la chance était contre moi. C'est comme, oui, il y a un facteur chance, mais il y a un facteur de stratégie, puis c'est sûr que si tu fais comme, j'ai pas été chanceux, mais là, tu claques de l'argent, un moment donné, tu vas être amer, tu vas faire des mauvais choix. C'est quand même vraiment cool. Là. Puis c'est ça, maintenant, j'ai expliqué tout ça à ma femme. Puis elle fait, OK, c'est pas un problème de jeu. T'sais. Fait que c'est juste une façon de. Mais il y a aussi, quand tu joues en vrai aussi, tu rencontres des gens qui sont passionnés aussi. Puis je rencontrais du monde qui vivait que de ça. C'est vraiment comme, ils font que ça. Fait, ils payent tout avec le fait qu'ils jouent au poker. Puis de parler avec ces gens-là, moi, je suis quand même content d'avoir mon coussin, d'avoir une vraie carrière. De jouer, puis t'es pas comme, oh shit, j'ai tout dépense sur ça. Puis ça arrive des runs jusque pendant 3 semaines, t'es malchanceux, mais tu fais tout correctement. Mais ça va arriver. Mais à long terme, ça va s'égaliser. Prendre les bonnes décisions va s'égaliser. Moi, j'étais parti sur une bonne run, puis là, depuis 2 mois, ma cagnotte a descendu. Là, je travaille pour qu'elle remonte, mais je gagne des mains, mais je gagne jamais des gros tournois qui permettent... Parce qu'il faut savoir que, mettons, quand je parle de cagnotte, c'est que moi, j'ai comme un compte indépendant pour ma gestion de jeu. Fait que non, mais je joue quel argent... ton problème de jeu. Non, ben c'est comme... Je joue au poker, mais toujours avec l'argent que je gagne au poker. Fait, j'ai mis, mettons, 100$ au début, je me suis ramassé à 900$, là, j'étais à 350$. Mais tu sais, je joue cet argent-là, puis je joue toujours une main. Tu sais, j'ai lu aussi beaucoup quand tu parlais de devenir meilleur. C'est comment gérer ton argent aussi pour pas faire faillite un peu. Ben, pas faillite personnelle. Pas faillite personnelle, mais je veux dire faillite de jeu, en fait. Là. Fait que c'est tout le temps de jouer, mettons, 4% de ta cagnotte. Fait que si, mettons, je sais pas moi, 600, 4%, tu peux jouer une game à 15$. Ben, si t'as 300, ben, c'est une game à 7$. Fait que si tu respectes ça, tu limites tes pertes. Mais là, j'ai quand même eu des bad beats. Puis là, ben, c'est ça. Là, je check ma souffleuse. Je vais vendre ça à l'automne. Je vais remonter. Je veux dire... Comme une business. Vraiment comme une business, là, tu mets pas toutes tes œufs dans le même panier, puis tu l'as bâti d'en bas, puis tu essaies de gonfler par comme les 10% du mettons, bas. Mais ma perte ma descente de cagnotte là, au printemps, ça a pas été ça a été tranquille, c'est juste je jouais trop de mains. C'est ça qui s'est passé, puis je le savais à un moment donné, je jouais juste trop de mains. Puis surtout quand t'as les blinds, mettons, là tu fais comme ça me coûte juste un petit peu plus pour aller voir le flop. Puis là tu t'en rends pas compte, mais là, t'as pogné ton kicker 9 sur le flop, là tu fais comme mais là le gars il a un pocket queen, puis là tu fais juste te trapper, puis t'aurais juste jamais dû y aller avec ton king 9 offsuit, là. En tout cas, là, je suis peut-être un peu technique, mais tu sais c'est de savoir ta bonne sélection de mains, puis savoir la meilleure main c'est celle que tu ne joues pas, hein les gars. Ben tu gagneras rien, mais c'est sûr que tu perds rien si tu folds, là. Non, mais c'est... Mais respecter ta position... Puis aussi, quand tu joues moins de main, quand tu arrives dans la main, t'es beaucoup plus respecté. On le met sur un genre de... C'est pas ce joueur-là ce qu'il va de faire. De range de main. Ben, tu sais que si lui, il va, il fold en masse, mais quand il va, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose où il
il essaie d'aller chercher quelque chose parce que d'habitude, il y va pas. Là. En même temps, c'est aussi un désavantage parce qu'on sait que si tu y vas, c'est forcément parce que tu as quelque chose. Donc ça te... C'est pour ça qu'il faut que tu varies aussi quand tu y vas. Il ne faut pas juste attendre d'avoir une paire de dames en montant. Des fois, il faut que tu prennes des risques. Mais ça, moi, je trouve que tu peux prendre un bon risque si tu es en bonne position sur la table. T'sais. Moi, mettons, quand le monde commence à limper pour les gens qui nous suivent, c'est sûr que pour ceux qui n'ont aucune crise d'idée, c'est quoi, whatever, le poker. Là, mais bref, quand ça commence à caler puis tu es le 5e, ça te coûte juste le big blind. Mais tu sais, ça peut être payant d'avoir un 5-6 de cœur, tu sais. Ouais. Fait que c'est de respecter ta position, je pense, pour pas justement être juste le gars qui arrive avec une main de monde. Tout le monde qui a rentré ont des cartes hautes, ont probablement des cartes hautes, fait que ton mid-range connector est quand même intéressant. Hein. Puis, je sais comme pas à partir de où... Est-ce que juste jouer pour jouer des fois pour le fun sans lire des livres, se documenter, ça se peut? Ou le monde sont rendus trop forts? Parce que moi, je joue une fois de temps en temps, mais je joue des petites games, là, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, 5 pièces. Mais je me rends compte, dès que je vais dans des, mettons, un peu plus haut que ça, le monde sont forts, là. Puis si j'ai l'impression d'être un peu comme sous-instruit pour être dans cette ligue-là, mais on dirait que c'est rendu beaucoup plus... Parce que moi, quand j'ai commencé à jouer, un peu comme vous autres, début ado, adulte, entre amis, on était tous un peu poches, mais égal. Puis là, tu passes dans un step, un peu comme les jeux vidéo online, tu download Warzone, Call of Duty, tu commences à jouer, tu es comme, ben là, c'est même pas le fun, je me fais défoncer, c'est même pas proche d'être fair. Et j'ai l'impression que le poker, des fois, ça... Pour certaines personnes qui aiment le poker, mais qui se disent, j'irai pas juste sur Internet, je suis pas assez bon. Y a-tu comme, est-ce que ça se peut? Commencer à jouer au poker, faut déjà que tu sois bon en partant, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ben moi, je pense, Mais je pense que c'est pour... La beauté du online, c'est que tu peux vraiment jouer avec genre... Tu peux jouer à 2 cents. 5 piastres. Tu peux jouer à 1 cent, 2 cents, t'as mis 2 piastres. Ben, ce qui est plate avec ça, c'est que le monde joue tout croche. Ouais. Sauf que tu peux jouer là un bout, apprendre à jouer dans ce range-là, puis monter tranquillement. Puis justement, comme il disait, avec ton... Tu joues toujours un pourcentage de ce que t'as. Disons que t'as 300, tu joues pas plus que ton 15 piastres. Puis tu le gonfles, puis tu changes de stake à mesure. À mesure que toi, tu pognes des skills, puis que tu as plus d'argent. Mais aussi, il y a quelqu'un qui donnait un cours de cash game online. Fait que cash game puis tournoi, nous on joue surtout des tournois, mais ceux qui gagnent leur vie online, ils jouent beaucoup plus les cash games. Parce que tu fais genre un rate par heure. Tu fais genre 20 pièces par heure. Peut-être tu calcules ton range par heure. Et il disait que quand il montait les échelons, il jouait puis il ouvrait une table plus haute. Mais il jouait pas, il regardait juste. Fait qu'il jouait son affaire, puis il regardait comment ça jouait là. C'est pas mal différent. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Fait que là, il apprenait. Là, il monte, mais il ouvre l'autre, puis il joue celle-là. Et ainsi de suite, il essaie de monter au travers le temps, sans aller trop vite. Il se donnait vraiment des objectifs clairs. Moi, m'avait donné des livres. Là, moi, ce que j'ai étudié, c'était les chartes de main à jouer selon les positions. Puis après ça, mais là, à ce temps, j'ai essayé comme pas mal par cœur. Là, ok, tu me donnes telle main, ok. Puis c'est plus, je calcule la table, qui est là, combien qu'on est dans la main, ça vaut-tu la peine de prendre un risque. Mais tu sais, j'ai quand même du plaisir à faire ça. Mais tu sais, ce que tu dis là, mettons, d'étudier avantage, pas là encore, mais tu sais, peut-être. Ça va venir. C'est peut-être, tu sais, mais je trouve ça le fun. C'est une passion. Mais c'est intéressant que tu parles de range de main, parce que il faut mettre les gens sur des ranges. Genre, et en mettant sur des ranges, on va être quasiment capable d'anticiper c'est quoi la main qu'ils ont, juste par les cartes qui tombent et comment ils réagissent. Excuse-moi, je t'ai coupé. Excuse-moi, Jessie, je t'ai coupé. Mais c'est juste d'une main contre Simon. Là, Simon est des meilleurs joueurs, là. Mais il y avait une passe, il était temps qu'ils comprennent parce que c'était facile d'aller chercher l'argent à Simon. Parce que t'étais à ma gauche, mettons, puis là, genre, mettons, moi, j'étais small blind, t'as big blind. Je faisais juste te raiser 4 fois sur 5, tu foldais quand t'as 2, fait que je ramassais tes mises. Puis là, quand tu callais,
Ben là, mais j'y allais avec whatever. Mais là, si tu callais, tu me raisais, si mettons j'avais 7-2, ben là, je me couchais. Mais tu sais, 4 fois sur 5, j'allais chercher, mais tu t'en rendais pas compte parce que t'es comme, ah non, je vais pas, j'ai pas une bonne main, non. Puis c'est niaiseux, mais moi, j'étais comme, je l'avais vu, là, puis là, quand t'avais une bonne. Mais là, tu sais, t'as pris des cours, j'ai vu, puis là, t'es plus. Ben, c'est le fun, justement, en fait, que t'es plus difficile à lire, tu sais, genre, là, tu sais, je pense que c'est ça qui est le fun, en tout cas, dans notre ligue ça a été ça le plaisir. Oui, c'est le fun. Je pense que on le cite, Frank Grenier. Voyons, là, pas moyen de venir jouer ici sans lui, il veut juste passer du temps. Là. Il veut pas gagner nécessairement. Ben, je dis, tu sais, Frank, je peux être chaud pareil, puis avec les boys sociales. C'est ça, au début. Au début, c'était ça, c'est que les premières semaines, j'étais tellement content de retrouver le monde que j'étais juste torché, rendu à 10h30. Puis là, je jouais comme une petite dombe, puis rebuy à la donne. J'ai dit, t'as dépensé 80$ à juste être chaud. T'es Simon, il est chez eux. Il est chaud. En train de bosser son feu, son feu de foyer. Il en met une bûche. Chris, t'es en train de me faire défoncer à soir. Oui. Mais tu sais, au début, je m'en crissais un peu, puis j'étais vraiment juste pour jaser avec les boys. Puis après une couple de semaines, il faudrait peut-être que j'apprenne un peu comment ça marche plus. Parce que comme tu dis, JC, online, même si on a un Zoom, ça n'a aucun rapport avec du monde autour d'une table, que je pense que j'avais plus de skills à ce niveau-là, puis observer les gens, c'est plus mon fort, mais online, oui, mais sur Zoom, le body language, puis tout ça, faut vraiment que tu regardes le bon écran, de la bonne joie, que tu joues sur 2 écrans en même temps, c'est weird, tu sais. Moi, je me souviens juste d'avoir... Hey, on joue-tu une game? Là? JC, Chris, on a trop parlé. On peut-tu, là? Toi, je vais aller me battre ou on joue? Quand Adib est rentré dans la ligue, on le salue. Les gars sont chauds, là. Les gars sont chauds, là. C'est juste que je l'avais, genre, on était en heads-up, puis genre, je savais qu'il me checkait dans le Zoom, puis j'ai juste fait quand j'ai reçu ma main, genre, fuck. Mais tu sais, j'avais genre Pocket King, là. J'ai juste fait, salaud. Puis là, genre, il me raise solide all-in, je le call. Fait merde, tu m'aides comme un con, là! Avec ces chichas-là. Derek, c'est le joueur. Oh merde, ok, tu m'as eu. Ben oui, je l'ai vu que tu me regardais dans le. Ben là, il est rendu plus aguerri, là. Mais... oui, il est plus chacal, là. Il est devenu renard. Très chacal. Adib, il est plus dans le chacal. Foxy Adib. Faites-vous des genres de corrélations un peu entre deux passions, entre le poker et l'humour? Y a-t-il comme des parce que il y a quand même beaucoup d'humoristes, pas tout le monde, là, qui jouent au poker. Puis même qu'il y en a qui ont des skills, c'est comme une espèce de corrélation entre les deux que les gens peut-être sont intéressés d'apprendre. Ce que je disais tantôt par rapport à comme en humour, on est transparent sur scène, on connecte avec le public. Faut vraiment écouter par rapport à toutes nos lignes. Au poker, c'est le contraire, mais c'est la même chose en même temps. T'es connecté avec eux, mais tu dévoiles quasiment pas d'informations et t'es en train de les lire, t'essayes d'avoir le timing avec eux autres, le même rythme de comme la même connexion pour les exploiter finalement. Mais il y a une stratégie justement en humour, surtout je pense quand ça fait un bout que tu fais ça puis t'as du matériel pas mal. Tu sais, on a toute une espèce de baromètre à public, là, on rentre sur scène, on a nos premiers 2-3 minutes en tout cas moi, mais je pense que vous autres aussi, peut-être pas systématiquement, mais on a un peu les mêmes lignes de départ, là, tu sais, mettons, on a une couple de 2-3 minutes qui est comme moi j'en ai un comme baromètre, surtout pour des corpos, là. Tu sais, maintenant, quel genre de public je vais avoir, je drop une coupe de style de gag au début. Puis sans que ça paraisse trop, je sais que, ça, ils ont aimé ça, bon, je vais aller là. Ceux qui aiment ça, je vais aller là. Fait qu'il y a une espèce il y a une stratégie que si tu fais pas ça dans la vie ou tu pratiques pas ce métier-là ou cette passion-là, tu le sais pas qu'il y a une stratégie. Fait que, comme ta blonde qui dit que t'as un problème de jeu au poker, Derek, elle joue pas au poker. Si elle jouait, elle s'en rendrait compte que, oui, t'as un problème de jeu, mais il y a quand même une stratégie. Elle dit, oui, t'as un compte pour ça. Mais Surtout en live, t'en apprends beaucoup sur la psychologie des gens. Surtout si ça va bien ou si ça va mal. Genre, si ça va bien, tu vois comment ils augmentent, que leur ego gonfle, ou le contraire, s'ils sont en train de... Ils sont bad lucky, puis ils se laissent atteindre. Ils vont catcher les cartes éventuellement, mais ils jouent plus la même game. Mais tu les vois, puis comme ça aussi, je trouve que c'est un aspect intéressant d'étudier l'être humain au travers le poker. Fait que, oui, j'aime le jeu, j'aime les cartes, j'aime qu'est-ce qui arrive dans le poker,
Mais au-delà de ça, j'aime l'être humain qui est dévoilé au travers le spectre du poker. Bien dit, le spectre, oui. Ben, comme sur une scène, que tu vois un collègue soit scoré, là, puis là c'est des claps, ça embarque des gros rires. Autant que quand il se plante, de voir comment, même physiquement, il va se comporter, ou dans le delivery, tu sais, commencer à chialer contre le public, ou de juste s'excuser après les gags, là, tu sais, les réflexes. C'est un peu le même pattern au poker, là, tu sais. À quelques détails près, évidemment. Ben, c'est surtout avec l'expérience, je pense, pour les shows, quand ça arrive, une situation comme ça. Tu sais, c'est ton cerveau, il sait. T'sais, puis, tu sais, un peu comme une game de hockey, là, je trouve l'humour et le hockey pour faire des parallèles, tu sais. Si t'as pogné le poteau 2 fois, ça se peut que tu sois un petit peu pisse, mais tu sais, t'as pas mal joué à cause de pogné le poteau, mais des fois, tu joues dans une salle que y a quelqu'un qui parle, puis sauf que là, si tu y réponds trop sévère, ben là, tu vas perdre l'empathie du public. Fait que tu sais, c'est tout le temps, bon, je fais-tu mon set, même s'il parle, ou je perds la salle, ou tu sais, mais au début, souvent, les jeunes humoristes vont souvent être choqués, je l'ai été aussi, là, tu sais, genre choqué, tu sais, méchant, j'ai le feu dans les yeux, mais c'est pas, avec le temps, c'est ça, t'as différentes palettes, registres, cartes dans ta manche, hein. Puis là, tu fais comme, bon, ben ça va être ça à soir, c'est, ok, ben, je le de même, hein. C'est vrai que plus jeune, on découvre que comme, on met le dial à full blast, on a le pied sur la pédale au fond, ou tu fais l'inverse, tu vas vraiment, vraiment lentement. Puis je pense que les deux, on apprend. Moi, j'ai eu les deux phases. J'ai eu une phase où puis une phase beaucoup plus calme, où comme je laisse les punchs arriver. Et on dirait qu'avec l'expérience, t'apprends que ces choses-là, c'est juste des outils. C'est des outils, puis faut les utiliser genre en parcimonie pour surprendre encore plus. Puis on dirait qu'on apprend ça quand on commence à faire au-delà de 45 minutes. Ouais. Genre, parce qu'avec 15 minutes, tu peux mettre la pédale dans le fond, puis ça marche pour un 15 minutes. Ouais. Tandis qu'on dirait, là, éventuellement, tu apprends des headlines, à vraiment baisser ton énergie aussi. Pour toi aussi, parce que être sur le gun pendant 45 minutes, là, après une demi-heure, tu commences à chercher ton souffle un peu, là, façon de parler, là, pas littéralement essoufflé. Mais parce que cette énergie-là, sans dire qu'on est loin des athlètes, là, surtout moi, là, mais il y a quelque chose de très énergivore à faire des shows. Puis si t'es dans fond la caisse tout le temps, ben moi, je me souviens de ma première stretch à ZooFest, que je faisais des 1 heure en 2013, j'en faisais 12. J'étais arrivé après ma première demi-heure, puis j'étais brûlé raide, puis je travaillais avec Joseph Saint-Gelais dans ce temps-là, puis il dit « Hey, faut que tu apprennes à jogger, là. Tu peux pas toujours être en sprint, là. » Ah oui, c'est vrai, t'es habitué de faire des 12, des 15, des années. Là, je fais 1 heure, ouais, c'est ça, puis là, t'arrives, tu fais des puis là, à cette heure, 1 heure, tu sais, c'est pas... tu sais que tu sais ton rythme, là, tu sais. Et tu peux avoir un bon pace de jog tout le long, tu sais. Ben, parce qu'au début, c'est ça, tu sprints trop, mais éventuellement, tu ralentis beaucoup trop, puis pour compenser. Ben moi, je vois l'humour comme l'aviation. Je trouve que c'est... non, mais c'est... Il te faut des heures de... J'ai beaucoup d'amis en aviation, puis c'est des heures de vol. Tu sais, je les écoute parler, tu sais, puis je suis pour changer de grosseur d'avion, puis aller vers des plus en gros. Il faut que tu aies ton nombre d'heures de vol. Puis, OK, t'as volé tant d'heures sur un Porter Dash 8, tu peux aller sur... En tout cas, je sais pas, je comprends pas quand il parle, mais je comprends que ça grossit quand tu fais Paris-Montréal au lieu de faire... Ça fait du sens, ça fait du sens. Au lieu de faire Val-d'Or, Montréal. Pas de Cessna à 7,47 d'une shot. Exact. Puis mais comme tu pars pas de Saint-Cyboire à Place des Arts, pow, d'une shot. C'est ça. Ben, tu veux, mais... avec un show de à moins que t'es Nive. À moins que t'es Nive. À moins que t'es Nive. Mais Nive, il va pas passer direct. Direct au Saint-Denis. Pas de Saint-Cyboire pour rien. Pow! T'as le vol... T'as jamais volé, tu voles de Montréal à Paris. Là, on peut pas le dire parce que c'est pas annoncé puis tout là, mais tu sais, j'ai travaillé avec tous sur un projet là, puis là je suis plus de la compétition du projet là, puis tu sais, mettons qu'on parle de, on peut-tu ça, on peut pas. Tu peux dire, on va rester sur le projet. Mais de toute façon, honnêtement, je me ferai poursuivre par la production. Non, mais en tout cas, c'est un projet. Puis qu'est-ce qui est arrivé pendant le projet? Ben, il y avait des paramètres, un peu quand on parlait de ça, qui était au-delà de ce que je contrôlais. Puis moi, j'avais mon plan de match, puis je l'ai bien fait. Mais pendant que je le faisais, je savais que ça allait pas comme ça pourrait aller.
Mais par rapport aux paramètres, j'avais pas le choix de le jouer comme ça. Tu sais, je pouvais pas faire j'arrête, commence à jaser avec un. OK, on fait. Mais tu sais, tout ça pour dire que avec l'expérience, tu le sais. T'es mis dans ta poche. Hein? T'es mis dans ta poche, comment c'est faire. Ben, tu fais un show de 45 dans une situation X, puis là, genre, il y a la fille au bar qui fait tel patent, tu sais, ou genre, whatever. Ouais. Ben, tu sais que, OK, je vais faire ça, après ça, je reviens, tac, OK, tac. Puis là, dans le contexte du projet, ben là, c'est comme, les paramètres, c'est ça, puis je peux pas sortir genre, de ça. Je peux pas sortir des paramètres, fait que là, t'es comme, OK, ben ça va être ça ma carte. Fait que, tu sais, somme toute, ça a bien été, mais tu sais, pendant que je le faisais, j'étais comme, tu sais, il y a quelqu'un qui parle en première rangée, tu sais, mettons, puis j'y parlerais, mais là, je peux pas y parler. Je peux pas. Ouais. Fait que ça, tu le sais. Fait que là, tu joues comme ça. Un peu comme, je sais pas si on a des corpos Zoom, pis tout, là. Maintenant, il y a une shot, j'ai fait 1 heure sur Teams devant un écran noir. Ouais, c'était un petit peu débile, là, ça. Là, j'ai fait, OK. Des webinaires, là, puis du monde genre des congrès de whatever. Moi, je pense que c'était des gynécologues, là. Je pense que c'était périnatalité. Il était en congrès. Alors, on aimerait ça que tu fasses 45 minutes devant ton ordi, puis tu verras pas personne, tu n'entendras rien. Hey, c'est un peu aliénant, mais j'aurais pas réussi à le faire aussi bien si j'avais pas fait 2-3 000 shows avant devant du monde. Ben non, ironiquement. Peux-tu revenir à l'aviation? Oui. Moi, je pense que c'est une excellente métaphore ce que tu fais là, Derek, avec l'aviation, parce que les deux choses les plus importantes, c'est le début et la fin. Genre, le début, comment tu take off, les gens vont te faire confiance. Si ça a été smooth comme départ, là, les gens dans ton avion, c'est comme, on est en bonne main. On va applaudir à l'arrivée. On va applaudir. Et dans les airs, puis dans les airs, t'as pas mal de contrôle parce que tout est un peu dans les airs. Sauf quelques moments de turbulence. Où est-ce que là, il faut que tu t'ajustes. Il faut que tu fasses comme, OK, alright, non, ça va bien aller. Je suis un bon pilote. Donc là, tout le monde a fait confiance parce que tu handles bien la turbulence, puis tu leur parles comme, nous venons de frapper une turbulence. Nous sommes, on est encore en quand même correct. Si vous voulez rester assis, par exemple. Puis là, t'arrives vers la fin, puis faut que tu fasses ton landing. Des fois, c'est rough, le landing. Des fois, la météo n'est pas concordante. Mais là, t'arrives, puis smooth landing, puis yeah! Tout le monde met de leur chapeau Corona, puis ils vont s'arrêter. Je pense que l'aviation... J'avoue, plus le vol est long, plus t'as ton nombre d'heures, tu sais. Ça arrive des fois que le monde mange. Ouais. T'as qu'à faire des comparaisons. Des fois, il y a des bébés qui pleurent. Des fois, il y a des bébés qui pleurent. Ah ouais, c'est chaud, les bébés pleurent. Ça, c'est magique. Mais là, Derek, là, on doit de plus en plus dans d'autres... Comment tu dis? Tu peux pas roaster un bébé. Non. Tu peux pas... non. Le bébé, il a toute la sympathie. Non, il a gagné, c'est sûr, c'est sûr. Ah, je me souviens d'un show à Trois-Rivières, il y avait un bébé, le gars était sa poussette, puis j'étais avec Bond, justement, puis là, je fais abstraction. Là, je suis comme, comment je gère ce petit bébé-là? Tu sais, genre, je peux pas envoyer chier le père, tu sais. Ben, puis on est dans un chapiteau. On est dans un chapiteau, mais tu sais, ben pas chier, mais tu sais, comment. Puis là, je fais, as-tu projet de rester jusqu'à la fin, toi, ou d'aller donner le boire? Parce que ça serait bien le fun, t'as donné un biberon. Il a fait quoi? Il est allé? Il est resté, esti. Mais. Il y en a qui ne comprennent pas. Si les jeunes nous écoute, là, c'est jamais une bonne idée. Il est venu plus proche des enfants d'un show du monde. Non, les enfants jamais. d'un show, c'est jamais une bonne idée. Jamais. Là, je parle pas de show de clown pour enfants, de Hatchoum, là, qui fait des chansons. Là. Un show d'humour avec des humoristes puis des enfants, ça va jamais bien ensemble. Jamais. 100% du temps. C'est une loi exacte. Avez-vous vu le cours? C'était viral il y a peut-être 1 an. Il y a un gars qui est dans un band, mais pour enfants. Genre, ils sont tous habillés en mascotte. Puis il joue de la musique, mais c'est vraiment de la petite musique. C'est du métal. Ouais, puis là, lui, il part. Mais il est encore en mascotte. Avec le gros dinosaure il fait qui headbang. Ça, c'est magique. Mais la musique, ça sonne cool quand même. Parce que l'humour, honnêtement, il faut que tu aies les référents, faut que tu aies les codes, faut que tu sais de quoi je parle. Puis un enfant... J'en ai 2, moi, puis ça sent pas du tout. C'est pas parce que c'est cave, c'est parce qu'ils ont pas les références de la vie, là, tu sais. Les musiciens qui jouent comme dans les bars, des fois, ça peut juste être en fond, tu sais. Nous, on a besoin que le monde... On est déjà allé voir, tu sais, quand toi... Eux, ça peut être un great show, puis personne n'écoute. Tu sais, même là sur scène, tu vas voir un show, un petit ou un gros, t'es avec des amis, tu jases un peu en même temps, la benne, il t'entend pas, là.
Il y a plein de musique autour, il y a des speakers, ils ont le tune. Fait que si tu parles, ça les dérange pas. Si tu mets à lui crier des affaires, oui. Mais tu sais, on peut aller voir n'importe quel show. Même à Boîte à Jojo, Saint-Denis, un show de blues. T'es assis, tu prends une bière, tu joues avec ton chum, t'écoutes la musique en même temps. Ça dérange pas l'artiste qui joue. Non, mais moi, nous autres, chose, oui. T'sais. Ouais, il faut un silence. Ben, il faut dire ça. Puis au-delà du silence, un enfant, ça a ce référent-là, du silence et de les référents en général. Non, ça n'a juste pas vécu. C'est pas parce que c'est cave, c'est parce qu'il y a 5 ans. C'est sûr que si je fais une joke de REER. J'avais fait un show pour une compagnie minière à un moment donné, proche de Rwanda, puis c'était dans un aréna. Puis je faisais 45 minutes. Puis là, il avait demandé à mon agent du moment, il dit ouais, là, il est à l'aise s'il y a des ados, des jeunes. Là, mon agent dit bon, ouais, tu sais, il est capable de faire il fait des choses scolaires, tu sais, il est à l'aise. À scolaire, on s'entend, là, mettons des ados passés 15 ans que, tu sais. Il dit ouais, il va se débrouiller. Fait que là, j'arrive, puis. Avant moi, c'était. Comment ça s'appelle? Le band Les Petites Tounes. Les Petites Tounes. Là, il arrache tout. Il arrache tout. Tout le monde est maquillé en lion, en tigre, en éléphant. Moi, je suis là. Qu'est-ce que je fais? Ça? Fait que là, après ça, c'est moi les présents. Là, ils font 45. Ils font un rappel. Fait que là, j'arrive après ça. OK, on a un humoriste, Eric Franette, là. Puis après, je sais pas c'était pacing-là, puis il faut juste que je vous dise, après moi, c'était Boogie Wonder Band. Tu sais, je sais pas c'était pour... Stairway to Heaven, ce show-là, wow. Fait que là, les petites tounes de Télé-Québec ouvrent pour moi. Moi, j'arrive, j'ouvre pour Boogie Wonder Band. Ben, man, c'est le sandwich de show le plus weird ever. C'est de la Toune d'Eric, Boogie Wonder Band. Là, on a notre pacing. Ça, là, ils sont assis sur les genoux de leurs parents. Puis là, fait que c'est ça, j'ai vu une madame lancer une boule de ping-pong avec son vagin à Bangkok. Alors, on va parler de ça. Et puis en plus, c'était clean, là, parce que, il n'y avait même pas de risque, là, on sentait, genre, les numéros que je faisais à ce moment-là. Puis là, après une demi-heure, j'ai juste fait arrêter. Puis bon, ah non, j'ai arrêté. Mais tu sais, j'ai arrêté, j'ai pas fait, ça marche pas, j'ai juste fait une demi-heure au lieu de 45. Mais tu sais, en dedans de moi, je pédalais, là, mais ça paraissait pas. Mais je sors, la cliente, elle dit, c'était difficile, t'sais. Ben, je dis, c'était difficile. Je pensais jouer devant des adultes, là. Puis pas après les petites tunes, puis avant le Boogie Wonder Band. Après Télé-Québec, puis avant Boogie Wonder Band. Si j'avais eu le mémo, je t'aurais dit non, Asti. Chris. Je t'aurais dit, fais-moi commencer. Fais-moi commencer. À la limite, là, tu sais. Ah. Parce que tu le veux, le cachet, mettons, mais tu joues, mais après ça, mettre de la musique. Être en sandwich entre deux choses de musique, là. Ouais, mais il y a des cachets de même que tu reçois, puis après ça, tu te sens... Mais en même temps, c'est pas moi, c'est l'erreur de booking. Là, ça n'a pas rapport que je sois là. Mais c'est sûr que tu fais quand tu fais donner ton chèque, puis tu as fait 7 heures de char, puis tu fais comme, ouais, tu sais, c'est plate. Moi, j'aime ça quand c'est un win-win. Là. Moi, j'aime ça pour voir les shows corporatifs. Ouais. Quand le client est content, puis tout, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est le fun de répondre à un besoin de quelqu'un. Puis, mais quand tu vois que tu peux pas battre le contexte, là, maintenant, il se peut pas. C'est JC? Non, j'étais juste d'accord avec ce qu'il disait. Non, mais des fois, c'est juste l'avion a jamais décollé dans ce show-là. Ouais, t'avais même pas le runway, t'es comme ça à la plage. T'es un Boeing, mais t'es dans la brousse. Là, t'avais comme l'avion des frères Wright, là. Mais il faut faire Montréal-Paris. Mais les gars, vous faites 16 pieds, puis vous crashez. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Fait attention, c'est en papier. Une rame, si tu veux avoir une rame. Ça, c'est la flotte de sauvetage, la rame. Puis voici l'avion. On va tout te pousser. Il y a un trou dans la rame. C'est chaud. Non, mais pour ceux qui nous écoutent, on chie pas sur les corpos du tout. Là, on est tous bien contents d'en faire. Mais mélanger humour et musique, c'est vraiment une bonne idée. Surtout pas en sandwich. Puis valider le pacing de votre soirée avec l'artiste ou les artistes que vous invitez. Parce qu'ils pourraient vous le dire d'emblée, vous autres. Ah non, ça c'est pas une bonne idée. C'est des bonnes suggestions. On en a fait beaucoup des shows. Callez pas une surprise quand c'en est pas une. Mélangez pas les styles d'art parce que ça rend une bonne affaire. Puis validez avec l'artiste. Moi, c'est ce que je vous suggère. Parce qu'on l'a fait, nous. Puis la prochaine fois que vous êtes dans un avion, regardez ce qui se passe. C'est comme une partie de poker, mais dans le ciel. En tout cas, voilà, on mélange trop d'affaires en même temps. Il y a trop d'analogies. Mais Derek, là, tu fais des shows, t'es entrepreneur, t'es un spa finlandais, mais
Tu joues de plus en plus aussi, là, des rôles dramatiques. C'est-tu comme une espèce de... Ben, pas d'opportunité, je vais pas dire ça, mais dans le sens que tu t'es dit, hey, je pourrais, à la place de faire juste de l'humour, je pourrais étendre ça au jeu parce que ça me donnerait plus de boulot. C'est vraiment comme une passion que tu avais de vouloir jouer depuis longtemps. Je vais t'expliquer comment c'est arrivé dans... Ben, c'est pas... Par hasard un peu. Ouais, ben moi j'ai fait de l'art dramatique plus jeune, là, tu sais, Okay. puis c'est pas... puis je l'ai fait quand même... Mais c'est que moi, la tante à ma blonde, son chum du moment, lui était agent de casting. Puis à un moment donné, dans un party de famille, c'était en 2016. Puis là, moi, elle se dit, hey, moi, tenir un burger, faire 2-3 liners, je suis capable de faire ça, là, tu sais, check mes dents, elles sont pas pires. Là. Fait que là, il part à rire, il dit, ben, on va te faire des photos, puis je vais te caster. Fait que ça a commencé comme ça. Okay. Au même moment, je faisais un show à ZooFest, le show Fâche et Noir, qui était une adaptation des chroniques littéraires de Stéphane Dompierre. Puis c'était Nicolas Pinson qui mettait ça en scène, puis Nico, qui est un très bon ami, puis qui est comédien. Avec lui, quand on a monté ce show-là, j'avais vraiment appris à jouer, pas comme un humoriste, mais jouer comme un comédien. C'est vraiment... Tu sais, il m'a appris à pas me juger, puis tu sais, d'embrasser la proposition, parce que c'est vraiment là que j'ai vraiment peaufiné ça. Puis après ça, ben là, j'ai fait des auditions de publicité, puis tout. Puis j'ai décroché une coupe de rôle, puis tu sais, je dois en avoir fait pas loin de 250 là, au fil des années, là, des auditions là, de pub, puis tout. Fait que je catch vraiment le ton, le ci, le ça, tu sais, puis bref. Puis à un moment donné, ben... Je commençais, honnêtement, j'aime ça, les plateaux. Puis là j'ai une opportunité pour toute la vie qui est arrivée. C'était la première audition pour une fiction. Je jouais un gars de 30 ans qui tombe amoureux d'une adolescente enceinte. Puis tu sais, il me faisait dire des vacheries, là, ça rue. Là, c'était quand même plaisant. Mais, fait que pour vrai, j'aime vraiment ça. Puis là, j'ai eu d'autres opportunités. Puis là, j'ai décroché un rôle dans une nouvelle série on tourne en août. Fait que je te dirais que c'est une belle opportunité. Puis je trouve ça le fun. Vraiment, ça me challenge d'une autre façon, tu sais. Ben oui, il y a une connexion quand même entre les métiers, mais ça reste complètement un autre métier à apprendre. Tu sais, oui, jouer dans la caméra, oui. Ouais. Mais c'est une autre patente. Toi, JC, t'as-tu déjà comme eu cette envie-là de jouer? de l'art dramatique, Avant d'étudier à l'école de l'humour, j'étudiais en art dramatique à l'Université de Moncton. Et j'ai vraiment pris goût. J'aime beaucoup ça, incarner des rôles, puis de vraiment... approfondir dans le texte. J'aime beaucoup écrire mes textes, probablement plus que jouer les textes des autres, mais on dirait que t'apprends à jouer tes propres textes en n'ayant même pas à te soucier d'avoir écrit le texte, dans juste comme analyser, décortiquer comment jouer ça. Et là, quand tu reviens à tes textes, on dirait, moi je m'en suis plus servi pour peaufiner l'art que je fais là en ce moment. Je trouve que c'est deux choses. Là. Ça m'intéresse. Tu sais, mettons, je te montrerai. Ça m'intéresse énormément. J'aime beaucoup aller au théâtre, en voir, en consommer. Le métier d'acteur, c'est le fun de regarder des actors studios puis de voir comment, c'est quoi leur démarche. Quand ils sont plus method actors, c'est comme c'est intense. Fou là. C'est genre tous les jokers. Ouais. C'était tu sais, moi j'avais fait une biographie de personnage pour être capable de justifier ses agissements parce que j'étais comme, tu sais, j'étais un bon Jack là, dans la vie, là, puis là j'étais comme, ok, je vais faire de la sodomie à Radio-Canada. Tu sais, j'étais comme, comment qui. Fait que tu sais, je le raconte dans un numéro, tu sais, genre de. Il y a une scène, en tout cas, il faut qu'il fasse une sodomie, puis là, c'est pas qu'il y ait du lubrifiant, c'est pas raccord dans l'histoire. En tout cas, tu sais. Puis genre, tu sais, j'étais capable de dire, OK, Bruno, il boit du Coke diète parce qu'il pense que c'est comme prendre un Gatorade parce qu'il n'y a pas de sucre. Tu sais, j'étais rendu là, puis mettons sur le plateau, je pouvais en parler avec le Réal. Ben oui, c'est sûr que Bruno, il boit du Coke diète. Puis j'adorais d'y avoir créé. Puis là, le monde me regardait sur le plateau. Ben voyons, tu sais, on dirait que tu l'aimes, ton personnage. Ben ouais, je l'aime, là. Tu sais, genre, j'ai un bon fond, c'est juste qu'il a pris une mauvaise traque, là. C'est comme une fleur qui pousse entre deux dalles de trottoir, tu sais. La fleur est belle, mais là, tu es placé. Ok, t'es là, toi, t'es là, genre, ouais. Mais là, j'aimerais qu'on fasse attention parce que les gens qui boivent du coke diète, c'est pas tous des dépravés sexuels. Moi-même, j'en bois assez régulièrement et je me porte très bien. Je voudrais juste le préciser. Je suis un gros fan de coke diète. Puis je sodomise pas des adolescentes enceintes dans mon magasin. Là, le rôle que je vais jouer, c'est plus proche de moi. Fait que ça va être à suivre. Mais ça a dû être bénéfique à ton développement en tant qu'acteur de jouer quelque chose d'aussi loin de toi. J'aimerais vraiment ça, jouer encore quelque chose de loin. C'est tellement cool, là. Wow. Je trouve ça vraiment cool.
plus c'est loin. Tu sais, je regarde, mettons, des films, puis là, tu sais, je regarde le jeu. Tu sais, mettons, moi, mon acteur préféré, c'est Matthew McConaughey. Là. J'adore les propositions qu'il y a. Là, l'autre jour, il jouait un... C'était quoi? C'est Rick. C'est un film qui se passait à Détroit. Il est tout croche, mais tu sais, c'est tellement le fun, je trouve, d'amener de la couleur, tu sais, puis que ton personnage soit moins... mais ça, c'est beaucoup dans la méthode aussi, là, tu sais. Il a tendance à prendre du poids, changer son look, en perdre un peu. C'est peut-être pas le même... Un peu à la Christian Bale. Christian Bale est encore plus intense. Mais, il est plus intense, Christian Bale, je pense. Moi, c'est Edward Norton. Ouais. Norton, ça en est très fort. Mais ouais, en tout cas, je trouve ça cool de jouer quelque chose de loin de moi, parce que je trouve que, tu sais, en stand-up, je suis surtout très près de moi, tu sais, fait que là, je trouve que c'est comme vraiment... c'est deux travails, mais tu sais, tout devient connexe aussi, là, tu sais, tu auditionnes pour de la comédie, ben c'est sûr que tes réflexes d'humoriste rentrent en ligne de compte, là, tu sais. Ouais. Puis ce que je me rends compte, être humoriste et comédien versus que comédien, c'est qu'on a beaucoup de temps de glace, les humoristes, puis c'est bénéfique sur je pense qu'on a plus de temps de glace que les comédiens. Ben oui, ça arrive que t'es plus feutré. T'sais. On s'est créé une carapace. Ouais, c'est ça. On s'est créé une carapace. C'est une autre approche. Là. Puis c'est ça, c'est que nous, on va roder, dans le sens que, que ce soit pour le théâtre ou pour de la télé, oui, tu peux pratiquer, oui, tu as des répètes, des lectures de texte, mais tu vas pas roder le texte, tu vas pas roder, voir si la chimie va bien. Tu lis, tu pratiques, puis après ça, tu sais, surtout le théâtre, moi, je l'ai fait un peu aussi au cégep, surtout, là, en arrêt de théâtre, puis on a monté Phèdre de Jean Racine, imagine. Tu sais, je veux taiser 255 vers en alexandrin, mon chum, à apprendre. Puis ça, on l'a pratiqué comme des estis défoncés mentales, mais on l'a jamais fait devant personne, là. T'sais, à part nous autres, là, on l'a pratiqué, les déplacements, ça, c'est ça, mais un coup, quand t'es devant le monde, c'est la première fois, tu le casses, même si oui, le texte, il avait déjà vécu avant, alors que l'humour, avant de faire, mettons, un gros show, un galop, une patente, tu l'as peut-être redé 40 fois, tu l'as essayé, enlever un gag, un peu d'impro, un petit bar là, un petit corpo là, un petit première partie là, tac, tac, puis à la fin, t'as de quoi, mais t'as pas ce luxe-là. Quand tu prépares un rôle, mettons, là, tu peux pas aller roder ton rôle dans des soirées de rodage de rôle de théâtre. Mais ça pourrait exister. Des genres... des shows un peu à la soirée de poésie, mais au lieu de lire des poèmes, tu lis des bouts de texte de scène. Ça pourrait être intéressant si les gens nous écoutent, si Roy Dupuis nous écoute. J'aurais aimé... ce que j'ai trouvé difficile, après avoir commencé l'humour avant de faire le théâtre, c'est que parce que je faisais déjà du stand-up quand j'ai tombé en théâtre. C'est quand j'ai commencé à faire des pièces devant des gens, je trouvais ça weird de pas savoir où je me situais par rapport à leur jugement. En humour, t'es jugé, tu sais, aux 7 secondes. T'es jugé constamment. Là, j'étais comme, ben, ils sont en train de s'emmerder? Ouais, oui, content. Tu fais ton affaire, t'es comme... Les gens dans une salle de théâtre, c'est genre des voyeurs, tu sais, ils sont comme... Ah ouais. Ils sont là, puis même qu'ils veulent pas faire de bruit parce que ça va déranger les comédiens. Moi, je suis comme, non, rien! T'es où? Oh, c'est ça. On fait un gag malaisant ou un gag plus serre-dent, on aime ça entendre des « oh ». Puis là, tu vas hey, c'est pas « oh », si. Nous, rire, tu sais, on a une réaction, mais au théâtre, j'avoue, 2 heures de temps, c'était extraordinaire. J'ai pas dit un mot de la pièce. J'étais captivé. Ouais. En France, même en humour, ils ont un peu cette approche-là. Si t'as fait des soirées où est-ce que c'est uniquement des Français? J'ai joué en France 2 fois. Mais même dans des contextes de genre de gala, sont beaucoup plus réservés. Puis tu sens le côté crowd de on regarde un spectacle et pas on vit chaque gag. À la base, c'est un respect pour la personne qui performe. Mais du respect pour le théâtre est un peu insultant pour l'humoriste. T'sais. En écoute, c'était tellement bon, on n'a pas dit un mot, on n'a pas ri, on n'a pas dérangé, il a été super bon. Mais non, c'était tellement bon qu'on voulait pas déranger. À un moment donné, je suis dans le sud de la France, fait que c'est encore plus enraciné encore dans une culture de théâtre. Et on est 12 de l'école de l'humour. Et on joue pas tous les soirs, fait que quand on joue pas, on est dans le public. Mm-hmm. Puis à un moment donné, Rabbi Ramal, il rit, il y a quand même un rire fort, je sais pas si tu l'as déjà entendu rire, mais il rit fort. Et il y a quelqu'un du festival qui est venu taper sur l'épaule, puis il est comme « Hey, excusez de vous déranger, mais il faudrait vraiment basser le ton parce que les gens essaient de se concentrer sur le spectacle. »
De se concentrer. Un spectacle d'humour. Il rit, il est comme... Mais c'est drôle, j'ai ri. Entrer avec lui. Ouais, c'est pas ça l'idée. C'était drôle. Comme dans un resto que tu finis ton assiette. Ouais, ça serait... C'était magique de se faire dire on riait trop. Qu'on rit trop fort. C'est magique. Ouais, j'avoue. Ben, c'est exactement ce que tu veux. Mon voisin passe le whippersnapper, je vais juste crier après que je vais le tuer s'il arrête pas de Verdun, baby. Le whipper-slipper? Ça doit être genre un weed eater en chiac. C'est quoi le whippersnapper? C'est comme le weed eater? Ouais, c'est weed eater en chiac, c'est ça? C'est whippy snip, man. Le weed eater ou le whipper. Je pense que je vais appeler ça un whippersnapper maintenant. Wow. Je trouve que ça sonne comme genre en première partie de Wizard, il y avait Whippersnapper, il était vraiment bon là. Genre de groupe un peu punk. Je pense que je vais appeler mon prochain show, ça va être Whippersnapper. Okay, j'aime ça. Ça sonne vraiment bien plus. Whippersnapper. J'aurais un t-shirt de Whippersnapper. Ou une casquette là, écrit juste Whippersnapper. C'est quoi ça? Ah. Si tu veux le savoir, faut que tu le mérites. Ouais. C'est la méthode. On va l'écouter pendant 1h15. Tu sauras toujours pas ce que ça veut dire. C'est ça l'énigme, c'est incroyable. Hey messieurs, on tire tranquillement à notre fin d'épisode. Quand on a parlé de toutes sortes de choses, de jeux, de poker. Mais maintenant, c'est le temps d'avoir du shine sur vous. Parce que je veux savoir c'est quoi les projets qui s'en viennent, où on peut vous suivre, quels médias sociaux, c'est quoi qu'on download, c'est quoi qu'on écoute. Let's go. Shootez-moi ça. JC, où on te regarde, où on te suit, qu'est-ce qu'il faut regarder de toi? Moi, prochainement, je vais être au festival Rien. Je sais pas quand est-ce que les dates, mais je sais que ça s'en vient, puis avec les ouvertures. C'est à Moncton, c'est où? Ça va sûrement... C'est à Caraquette, dans le nord de la province. Magnifique province du Nouveau-Brunswick, qui est finalement ouverte aux gens. Donc, je suis là. Je vais aussi faire mon show à moi un peu partout, fait que de suivre ça, si vous voulez venir me voir. Et j'ai un podcast avec le prochain qui va vous dire ce qu'il y a. Fait qu'on va faire une transition comme ça. C'est lui qui va le dire. On ne sait pas encore quand et comment, avec quel distributeur ou diffuseur ou whatever le nom. Mais sur vos pages, c'est sûr que c'est les bons Jack. En fait, le titre est encore... C'est ça, c'est les bons Jack. Le podcast s'appelle Les bons Jack. On a parlé un peu pendant l'émission. Avant les bons Jack, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, JC Surette. Et je vous passe la parole à mon co-animateur, Derek Frenette. Yeah, merci Jean-Christophe pour cette passe feutrée. Mais oui, non, dans le fond, nous, ce projet-là, c'est de faire de l'argent pour pouvoir le miser. Hein, fait qu'on cherche un partenaire. Et voilà. Mais mais sinon, il y a bien des projets là, qu'on peut pas parler qui vont être diffusés à la télévision. On peut dire que vous étiez dans la saison 2 du prochain stand-up. On n'en dit pas plus. Je pense qu'on peut pas le dire. Mais moi, je le dis bien. À chaque fois, j'en reçois qu'ils font. Moi, j'étais pas. Je dis qu'ils sont participants. Moi, j'étais pas dans la saison. Qu'ils sont rendus quand on fait le... Moi, j'ai pas fait de number, en tout cas. Derek est allé au projet. Mais de toute façon, tout ça compte, faut que t'aères les noms des gens, c'est encore lisse. Mais non, mais sinon, il y a beaucoup des belles captations, là. Un rire à l'autre, ça va sortir aussi. Très d'humour, prochain stand-up, Turini, sur TV5 aussi, je pense. Sinon, la série, ça, je peux pas en parler, mais ça, j'ai bien hâte. Les tournages sont en août. Mais ça va être plus comme à l'hiver, ça va sortir, j'imagine. D'après moi, ouais. Fait que ça, l'hiver, c'est série plus, là. Fait que ça, c'est cool. Puis il y a... là, le gros buck, on revient, là, ça, avec Simon, Bruno Lee, Julien Dionne. Fait ça, c'est cool. Sinon, toutes les infos, c'est sur page Facebook d'Éric Frenette, Instagram. Les projets sont mis de l'avant, là. Ça va être une petite pause plus estivale. On fait ZooFest ensemble, JC. On fait un plateau double. Oui, à ma fête. Le 19, bon. Les jours de ma fête, on fait pour sortir, tout ça. Mais... Peux-tu closer? Je vais te closer, c'est ma fête. Je vais te laisser closer, ça va me faire plaisir. Je vais revenir d'une semaine de pêche, je vais être relax. Tranquillo. Ouais, tranquille, je vais te faire une petite demi-heure. Attends. Mais sinon, des beaux projets, là, pour vrai, c'est une belle année quand même. Là, fait que, à suivre. Yeah! De notre côté, les bons dimanches sont toujours sur Patreon. Patreon.com/les bons dimanches avec vous avez les épisodes avant tout le monde, il y a du contenu exclusif pour les membres, il y a toutes sortes de catégories de membership. Ensuite de ça, les pages, c'est sur Simon Delille sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Puis j'ai commencé des nouvelles capsules, là, j'en sortirai un peu plus prochainement, qui s'appellent les bons reviews, où je goûte à des patentes que j'ai achetées ou qu'on m'a données, puis je fais un review culinaire. Là. À la date, il y a la sauce à spaghetti de Peter McLeod.
Mais toi aussi, dans le fond, ton podcast, c'est pour assouvir une passion. Ouais, hein. manger. Celle de manger. Ouais. C'est ça. Et de me regarder manger. C'est deux. Mais en fait, j'ai comme. J'en parle dans différents épisodes, mais j'ai une espèce pas d'addiction, ça exagère un peu, là. Mais j'aime vraiment regarder des vidéos de review ou de gens qui vont dans des restos qui essaient des patentes ou du monde qui font qui tournent autour de la bouffe et du monde qui mange. Je sais pas pourquoi. J'ai pas genre perversion. Là. Je regarde des gens manger un burger en me crossant. Mais. Juste le Ouais. son. Juste le son. Ouais, juste le ASMR, là, juste entendre du monde piaquer. Là, Ouais, c'est vrai. ça, je me Mais sens c'était en fond. pas. C'était quand qu'on avait fait un party sushi chez vous? C'était pas à ton mariage, c'était ça? À mon mariage, oui. À mon mariage, j'avais reçu. À mon mariage, C'était parenthèse, quand je me suis marié, on l'avait pas dit à personne. Mais Derek le savait, mais plus pas par erreur, mais par inadvertance un peu. Mais les gens qui étaient là savaient pas. Ben, en fait, c'était à cause que tu voulais être sûr que je viens de chez Ben, vous. je t'avais invité, Parce que tu m'as pas- dit, je peux pas. Je disais, c'est plate parce que je vais me marier. Puis tu sais, je peux pas y aller. Et il est venu finalement. Mais j'avais invité mon cercle d'amis et famille très, très rapprochés à venir dans ma cour en arrière. On disait que c'était la plantation de crémaillère. Finalement, j'avais un ami qui était célébrant, puis on avait sushi à la maison qui était là, puis tout. Fait que ça a été un genre de party de mariage, mais sans trop de frioriture. C'était très simple. C'était de voir les amis. Moi, tu sais, quand toi, tu le sais qu'est-ce qui s'en vient, mais Toi, c'était tu voir savais, les hein, amis. ça t'attendais. Non, Chris, il fait ça à côté de la piscine. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Ok, on a quelque chose à c'est vous ça qui dire. se passe. Ma mère est en crise parce qu'elle était en short avec des gougounes. Elle dit, voyons donc, je me serais habillé mieux que ça. C'est ça l'idée. On voulait pas que le monde soit guindé, tu sais, puis ça nous coûte une fortune. C'est cool aussi parce que j'étais allé à ton mariage d'Éric, puis c'était plus célébrant, puis c'était célébration, puis c'était super cool. Mais nous autres, on l'avait fait de même, ça avait été. Ben non, c'est... Ça a été aussi très nice. Donc c'est ça, les bons dimanches sur Patreon, partagez, likez nos pages respectives, les bons dimanches, parlez-en. Merci à Olive Orange, merci au Coureur des Bois de nous avoir hydratés et sustentés pour ce délicieux podcast. Merci beaucoup les gars d'avoir été là, c'était vraiment cool de vous jaser comme d'habitude. Mes amis, JC Surette et Derek Frenette, et on vous voit très bientôt pour un autre bon dimanche. Sur ce, bon appétit.